nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. 19 janvier dernier, Stéphanie, une mère de famille de 41 ans, est surprise de voir son ex-compagnon passer du temps avec leur fille. Fraîchement séparés, le couple vit toujours sous le même toit, faute de mieux. Mais Pierre, le père de famille, n'a pas pour habitude de s'occuper de sa fille, Émilie, 8 ans. Pourtant, ce dimanche, il a décidé de partir pour la journée avec elle. Si Stéphanie est très heureuse de ce rapprochement soudain, elle ne va pas tarder à déchanter, car dès le départ, Pierre lui aura envoyé plusieurs messages glaçants. Si la mère de famille n'y prête pas attention au début, elle va réellement commencer à s'inquiéter en fin de journée car elle n'a plus de nouvelles. Elle décide alors de prévenir les autorités. À 18h, elle se rend à la gendarmerie parce qu'elle pense que son compagnon a enlevé sa fille. Les gendarmes prennent immédiatement ces déclarations au sérieux, ouvrent une information judiciaire pour disparition inquiétante, mais quelques heures plus tard, Stéphanie apprend le pire. Sa fille a été retrouvée, mais elle est dans un état grave, gravement brûlée sur l'ensemble du corps. Elle est entre la vie et la mort. Stéphanie se rend en direct avec nous. Et puis à Thann, près de Mulhouse, en Alsace, Pierre et Gabriel sont de jeunes retraités en bonne santé et pleins de projets. Mais leur vie va basculer le 9 octobre. Ce soir-là, après le dîner, Gabrielle ne se sent pas bien. Elle souffre de violentes douleurs abdominales, de vomissements et de maux de ventre. Les secours la prennent en charge rapidement et l'emmènent à l'hôpital de Thann. Sur place, les médecins n'arrivent pas à comprendre de quoi elle souffre et à la soulager. Alors que l'état de Gabrielle empire, son mari, Pierre, arrive à son tour à l'hôpital avec exactement les mêmes symptômes. Malgré les efforts des soignants, Gabrielle décède dans la nuit et l'état de son mari s'aggrave. 3 jours plus tard, il décède à son tour. Les médecins pensent alors à une intoxication alimentaire. Des prélèvements sont faits sur les restes de leur repas, mais sans résultat. Une enquête est ouverte et les gendarmes n'ont aucune piste. C'est alors que Romain, le fils du couple, parle aux médecins d'arsenic. Et son comportement intrigue les enquêteurs qui décident de se pencher sur le profil de ce jeune homme de 28 ans. Et ils vont découvrir qu'il était en conflit avec ses parents. C'est donc lui qui les aurait empoisonnés. Et dans le journal des faits divers de Félicité Kindouki, nous vous parlerons de cet homme de 36 ans qui a été tué d'un coup de couteau vendredi soir à Calais. Une dispute entre voisins serait à l'origine du drame. Et pour analyser avec tous ces histoires, répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de crimes et faits divers à la quotidienne sont aujourd'hui maître Florence Rowe, avocate, pénaliste, pour nous expliquer les procédures judiciaires. Bonjour. Bonjour. Inès Gauthier, psychologue, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, ce sera avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Et pour commencer cette quotidienne, je vais donc revenir sur l'horrible cauchemar que vit Émilie, une petite fille de 8 ans. Un cauchemar qu'elle vit depuis bientôt 10 mois. Le 19 janvier dernier, alors que ses parents viennent tout juste de se séparer, la fillette est invitée par son père à passer le week-end avec lui. Pour Stéphanie, sa maman, c'est une surprise car Pierre, le père de famille, n'a pas pour habitude de s'occuper d'Émilie. Ils vivent toujours sous le même toit, le temps de trouver autre chose. Mais la cohabitation ne se passe pas très bien et Pierre devient de plus en plus invivable pour la mère de famille. Les disputes sont quotidiennes, Stéphanie quand même très heureuse que sa fille puisse passer du temps avec son père. Le dimanche, il part donc très tôt, le matin, sans dire où ils vont. Mais dès leur départ, Pierre aurait envoyé plusieurs messages de menaces à Stéphanie pour lui dire qu'elle va payer pour leur séparation. Jusqu'à 12h30, où il arrête totalement de lui donner des nouvelles. La quadragénaire commence alors à s'inquiéter. Elle décide de prévenir les gendarmes en fin d'après-midi. Elle pense que son ex-compagnon a enlevé leur fille. La gendarmerie prend note de sa déposition et la laisse repartir. Quelques minutes plus tard, les gendarmes la rappellent pour lui dire qu'ils ont confié le dossier au commissariat de Lens et qu'une information judiciaire est ouverte pour disparition inquiétante. Et à 22h, les policiers la rappellent à nouveau, cette fois avec une nouvelle glaçante. Émilie a été retrouvée, elle a eu un accident de voiture et son pronostic vital est engagé. Avant de recevoir Stéphanie, en direct sur ce plateau, retour sur cette soirée où toute la vie d'une famille a basculé. Nous sommes à Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. C'est ici que vit Stéphanie, 41 ans, avec son compagnon, Pierre, et ses 2 enfants, Quentin, 14 ans, né d'une précédente union, et Émilie, 8 ans. Mais dans ce foyer, le quotidien n'a rien d'idyllique, et serait même rythmé
par les colères de Pierre. En juillet 2019, alors que Stéphanie part en vacances avec les enfants, l'homme décide de ne pas les accompagner. Comme à son habitude, il préfère se rendre au club de foot. Au cours du séjour, il ne semble pas manquer aux enfants. Et Stéphanie peut enfin souffler. Le 3 août, après des vacances reposantes, elle décide de le quitter. Le couple cohabite, mais l'atmosphère au sein du foyer se dégrade. Pierre aurait même tenté de violer Stéphanie avant de l'enfermer dans la salle de jeu des enfants. Quentin et Émilie se seraient alors mis à hurler pour qu'il la laisse sortir. Depuis, Stéphanie vit dans la peur. Elle sait que son compagnon est capable du pire. Le 17 janvier dernier, Pierre annonce à Stéphanie qu'il souhaite partir en week-end avec Émilie. La mère de famille accepte immédiatement. Elle est ravie d'apprendre qu'il souhaite passer un peu plus de temps avec sa fille. Le lendemain, le quadragénaire emmène la fillette à une exposition de jouets. Et le 19 janvier, vers 10h30, Pierre annonce à Stéphanie qu'il va garder l'enfant toute la journée. Avant de partir, l'homme aurait demandé à Émilie de mettre son pull préféré et son bonnet. Stéphanie est très étonnée, car dehors il ne fait pas froid. En partant, la petite fille dit à sa mère « À ce soir, maman, je t'aime ». Stéphanie ne se doute pas un seul instant que rien ne sera plus jamais comme avant. Après son départ, Pierre aurait envoyé plusieurs messages menaçants à Stéphanie. Il lui aurait dit qu'elle allait payer pour leur séparation. Inquiète, à 17h, la mère de famille lui demande à quelle heure il compte ramener leur fille. Pierre lui répond qu'il est à Paris, avec Émilie, sans vouloir dire pourquoi. À 18h, Stéphanie est prise de panique. Elle a un mauvais pressentiment. Persuadée que Pierre compte enlever leur fille, elle décide de se rendre à la gendarmerie. Et son signalement est pris très au sérieux. Le commissariat de Lens prend en charge le dossier et ouvre une enquête pour disparition inquiétante. À 22h, les policiers convoquent Stéphanie au commissariat pour lui annoncer qu'ils ont retrouvé Émilie. Il lui explique qu'elle a eu un accident de voiture et que son pronostic vital est engagé. Pour la mère de famille, pas de doute. Pierre l'a fait exprès. Elle est persuadée qu'il a tenté de la tuer. Stéphanie se rend aussitôt à l'hôpital pour voir sa fille. Mais à son arrivée, elle ne la reconnaît pas. L'enfant est brûlé au 3e degré, au niveau du visage, des mains, des cuisses, à l'arrière des mollets et au poumon gauche. Transférée dans le service de réanimation, Émilie est placée dans un coma artificiel. Pour les médecins, il n'y a aucun espoir. Stéphanie est dévastée. Elle veut à tout prix comprendre ce qui s'est passé. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. On va essayer de comprendre votre histoire familiale déjà, pour comprendre comment on a pu en arriver à un tel drame. Et puis vous nous donnerez des nouvelles de votre fille tout à l'heure. D'abord, vous avez eu un premier enfant. Oui. Avec un homme. Ça a été un peu compliqué d'avoir cet enfant. Oui. Vous l'avez beaucoup choyé. Oui. Quentin, je l'ai attendu pendant 6 ans. Je l'ai eu en fécondation in vitro. Et il va avoir 14 ans le mois prochain. Donc, c'est une belle histoire, c'est, en tout cas, cet enfant. C'est ça. Vous avez quitté son papa. Oui, on a divorcé en mars 2010. Et puis vous avez rencontré cet homme. Oui. En pensant que c'était le bon. C'est ça. Comment ça se passe au début? Comme dans toutes les histoires, je pense. C'est toujours tout beau, tout rose. On ne se voyait pas tous les jours, puisqu'on n'habitait pas côte à côte, en fait. On avait à peu près 1 heure de route. Donc on se voyait de temps en temps. On passait de temps en temps des week-ends, donc c'était bien au début. Il avait 45 ans au moment de votre rencontre. Non, il avait
35, je crois. 35 ans, je sais 35 ans, plus. Oui. au moment de votre rencontre. Et très vite, vous allez tomber enceinte? En fait, après mon divorce avec le père de Quentin, je suis retournée chez mes parents. J'ai eu un appartement pas très loin de chez mon nouveau compagnon de l'époque. Et donc j'ai eu un appartement en juin et on est parti en vacances en juillet et je suis tombée enceinte d'Émilie en juillet. Bébé surprise. Comment il réagit? Mal. Jusqu'à mes 5 mois de grossesse. Il ne savait pas en fait s'il fallait le garder ou pas. Moi, en ayant eu Quentin en fécondation in vitro, il en était hors de question que je subisse un avortement. Donc je ne lui ai jamais mis le couteau sous la gorge. Je lui ai toujours dit, si tu ne veux pas, tu es libre de partir. Et lui, il vous disait quoi? Et en fait, à l'annonce de la grossesse d'Émilie, c'était bien. Enfin, il a bien réagi. Et puis il en a parlé autour de lui en fait. Et c'est sa famille qui lui a retourné un peu le cerveau en lui disant c'est trop tôt. Voilà. Donc il s'est laissé un peu embarquer dans ça. Et ça se passe comment la grossesse avec lui? Qui est là? Est-ce qu'il vous fait des reproches? Non, jamais jamais, mais jamais investi. Voilà, j'ai vécu les 5 premiers mois de ma grossesse seule, en fait. Seule. Vous vous demandez s'il va l'aimer, cet enfant? Je me suis déjà posé la question, oui. Ouais. Et vous répondez quoi, à ce moment-là? Lui. Moi, vous répondez quoi? Je sais pas, on verra. On verra. Et en fait, on a annoncé à nos enfants, parce qu'il a 2 enfants d'un premier mariage, on a annoncé à nos enfants respectifs, donc j'étais enceinte de 5 mois, que c'était une petite sœur. Et en fait, la réaction des enfants, elle a été formidable. Formidable. Ses fils, à l'époque, avaient 8 ans et 5 ans. Et même moi, je ne m'attendais pas à une telle réaction. Ils ont été fous de joie. Et lui, son comportement a changé à ce moment-là. C'est-à-dire? Il a commencé à s'investir un peu plus. Il venait avec moi aux échographies, voilà. Donc vous étiez plutôt confiante? Oui. Quand elle va naître, comment ça se passe? Donc j'ai eu une césarienne. Émilie est née le 8 avril 2011. Il m'a conduit à l'hôpital le matin quand j'ai perdu les os. Il est resté à l'hôpital. Il n'a pas pu assister à l'accouchement. Parce qu'à l'hôpital de Liévin, les papas ne sont pas autorisés quand il s'agit d'une césarienne. Donc, et au retour à la maison, son comportement va changer? Il était surtout là pour jouer en fait avec la petite. C'est tout ce qui est biberon, couche. Il n'a jamais changé une couche à Émilie, jamais donné le biberon. Il n'était pas investi du tout là-dedans. Vous en parliez tous les deux? Oui, je lui demandais de l'aide parce qu'Émilie, elle ne faisait pas ses nuits. Elle a fait ses nuits, elle avait 13 mois. Donc c'est quand même long, en sachant que j'avais Quentin qui avait 4 ans. C'est vous qui gériez tout, en fait? Oui. Plusieurs fois, j'ai appelé l'école de Quentin. Il était en 2e année de maternelle. J'ai appelé l'école à 9h en disant « Excusez-moi, Émilie n'a pas dormi. Est-ce que je peux vous déposer Quentin à 9h30 au lieu de 8h30 » Donc l'école le savait. Donc, et votre compagnon vous dit quoi, en fait, quand vous lui dites « Aide-moi, j'ai besoin de toi pour gérer les enfants », il vous dit quoi? À l'époque, il travaillait, il faisait les postes. Donc, il faisait les 3-8. Mais il avait quand même 4 jours de repos. En fait, il travaillait 6 jours, 4 jours de repos. Et pendant les 4 jours de repos, il ne s'investissait pas du tout? Non. Mais quand vous lui demandiez, il vous disait quoi? C'est pas mon travail? Non, j'ai pas le souvenir de ça. Mais il jouait avec... en fait, le fait de jouer avec Émilie, si elle pleure, il la prend en bras. Pour lui, voilà, c'était suffisant. Et il va y avoir des tensions entre vous? Oui, beaucoup, parce que j'ai un peu les nerfs à fleur de peau. Un bébé, un petit garçon, c'est... Donc ça se passe mal? La situation se dégrade dans le couple? Oui, voilà, c'est ça. Ça se traduit comment? Par des cris? Des disputes. Beaucoup. Beaucoup de disputes. Il y a eu beaucoup de manipulations aussi de sa part. Il vous rabaisse beaucoup aussi? Énormément. Il y a 2 ans... J'ai dû être en arrêt de travail parce que j'avais perdu complètement confiance en moi. En parlant un peu autour de moi, en fait, on a su mettre un mot sur ce que je vivais à la maison, en fait, victime d'un pervers narcissique.
Et en fait, en lisant un peu, c'est exactement ce que j'ai vécu, quoi. Je crois que même vos patrons comprennent qu'il faut que vous vous reposiez. Mes employeurs de l'époque, oui, parce que j'étais assistante maternelle, donc jusqu'au 19 janvier. Et mes employeurs m'ont dit nous, on ne va pas envoyer votre arrêt de travail, on vous donne 15 jours de repos. Voilà. Donc, c'est bien, oui. Ouais. Ils ont compris à quel point vous en aviez besoin. C'est ça, c'est ça. Pourtant, vous restez avec lui. Oui. Parce que vous avez le souvenir du divorce. Je reste avec lui pour Émilie. Parce que je ne veux pas faire subir à Émilie une séparation. Voilà. Vous vous êtes posé la question? Oui. Mais avec Quentin, j'étais restée aussi jusqu'à ses 3 ans. Et il a fallu qu'il se passe quelque chose pour que je parte. Il y a un déclic, en fait. C'est ça. Il faut un déclic. Mais là, par exemple, avec Pierre, il ne fait pas les Noëls avec vous, il ne part pas en vacances avec vous. Enfin, il est très détaché, quand même. Ça faisait 4 ans qu'il ne partait plus en vacances avec nous et qu'il ne faisait plus les Noëls avec nous. Donc, les excuses, hein, c'était... je ne viens pas avec vous en vacances puisque je travaille. Donc, il pouvait poser ses congés en même temps que moi. Et les Noëls, les excuses, c'était qu'il ne parle plus à personne, en fait. Des 2 familles, ça fait 5 ans qu'il ne parle plus à sa famille et à ma famille. Et vous arrivez à avoir un dialogue, vous, avec lui? Non. Non, la discussion, ça n'a jamais été possible. À chaque fois que je lui demandais, parce que moi, je suis quelqu'un, dans le couple, je parle beaucoup. On peut avoir des malentendus. On se pose, on parle, on met les choses à plat. Jamais. À chaque fois que je lui demandais, il était complètement fermé. Il était sur son téléphone, sur son ordinateur. Ça m'est même arrivé de couper le courant pour couper l'ordinateur, ou couper le Wi-Fi pour dire... Et là, il y a une engueulade derrière quand vous faites ça? Toujours. En juillet 2019, vous partez en vacances avec vos 2 enfants. Oui. Et là, c'est un vrai moment de bonheur. On a passé 15 jours formidables. Vous êtes juste tous les 3? Oui, tous les 3. Pourtant, on n'est pas parti loin. On est parti sur la côte. 15 jours de soleil en plus, donc c'était bien. Et on a profité, en fait. On a profité. Et il y a une phrase de la bouche de ma fille. On est quand, maman, aujourd'hui? Je dis, on est vendredi. Oh non, papa, il va revenir. Et là... ça a été un peu, je pense, le déclic que j'ai eu. Les 15 jours de bonheur qu'on a passés tous les 3, plus cette phrase de la bouche d'Émilie, j'ai dit stop, quoi. Et donc là, en rentrant, Stop. vous lui dites que vous voulez arrêter? Oui, c'est ça. Il réagit comment quand vous lui dites? Il me regarde en me disant, écoute, si c'est ce que tu veux. Simplement. Voilà, simplement. Pas de colère, pas de cri? Non. Ça vous inquiète, son manque de réaction? Non, parce que c'est quelqu'un de très fier, en fait. C'est quelqu'un... il a un ego surdimensionné, donc... non, c'est sa fierté qui a pris le dessus. Il n'a pas voulu faire voir que... Les semaines qui suivent, ça se passe comment Très compliqué. Dispute encore puissance... Quasi quotidienne. Tout le temps. Donc moi, en plus, je travaille à la maison. Donc je gardais 4 enfants. Plus Émilie et Quentin. Donc, quand il était au boulot, voilà. Mais quand il rentrait le soir... Le 17 janvier, oui. Il vous dit qu'il veut partir avec Émilie en week-end? Le 17 janvier, donc c'était un vendredi. J'étais à table avec les enfants, parce que même les repas, il les prenait plus avec nous. Il me dit... non, Émilie me dit, papa m'a dit que ce week-end, on n'est pas là. Donc je lui dis, ah bon, tu vas où? Je sais pas. Donc moi, je lui demande à lui. Et il me dit, ça ne te regarde pas. Vous répondez quoi? Rien. Parce que j'ai l'habitude. Ça vous inquiète qu'il veuille partir avec elle pour le week-end? Je lui ai posé quand même la question de savoir s'il rentrait le samedi soir, si Émilie allait dormir à la maison. Donc il m'a dit oui. Après, moi j'étais plutôt contente qu'Émilie passe du temps avec son père, parce que c'était ce que je voulais. Moi, quand je lui ai dit qu'on se sépare, je lui ai dit, je ne veux pas passer devant le juge, je veux un accord amiable. Émilie, elle allait sur ses 9 ans, elle est quand même suffisamment grande pour me dire, par exemple, le mardi soir, est-ce que je peux aller dormir chez papa? Bah oui, voilà.
Je lui ai dit oralement, je lui ai dit par écrit. Le 19 janvier, Pierre se lève tôt. Il vous dit qu'il va partir vers 10h avec Émilie. C'est ça. Et puis, vous voyez Émilie qui a mis son pull préféré. En fait, donc j'ai réveillé Émilie avant d'aller conduire Quentin. Il avait un match de foot. Je lui ai préparé son petit déjeuner, je l'ai douchée, je l'ai habillée. Et quand je suis revenue du foot, elle est habillée différemment. Donc je dis, Émilie, pourquoi tu t'es changée? Maman, tu n'avais pas mis ça. Elle me dit, c'est papa, il m'a dit de mettre mon pull préféré et de prendre mon bonnet et mon écharpe. Ben, je dis, il fait pas moins 15 dehors, quoi. Je dis, il fait frais, mais... Donc je lui ai dit, tu vas à la mer avec Émilie ou pas? Puisqu'il peut y avoir du vent ou quoi. Il me dit, ça ne te regarde pas. Donc j'ai laissé le pull d'Émilie et son bonnet, mais je lui ai retiré l'écharpe. Voilà. Et Émilie s'en va avec son papa. Émilie s'en va. Ils ont mis un certain temps à partir. La voiture, j'avais pris la voiture pour aller conduire Quentin au foot. Donc j'avais laissé la voiture devant la maison. Et donc Émilie s'en va. Elle vient me voir en haut. Elle me fait un câlin et elle me dit à ce soir, maman, je t'aime. Voilà les derniers mots que j'ai entendus de la bouche d'Émilie. Ils sont partis, ils sont descendus, donc je me suis mis à la fenêtre de salle de bain. Ils ont mis au moins 15 minutes avant de partir, donc je me suis dit, règle le GPS. J'essayais toujours, en fait, de savoir, Et ils sont partis. Vous allez recevoir ensuite des messages C'est ça, sur votre téléphone. c'est ça. Toute la matinée, j'ai reçu des messages disent quoi? sur Messenger, des messages de menaces, tu vas me le payer jusqu'à la fin de ta vie. Sois heureuse avec Quentin. Tout ce que tu m'as fait, je vais te le rendre. Tu m'as toujours dit que j'étais une ordure avec mon ex-femme. Je vais te prouver qu'avec toi, je vais être pire. Vous comprenez qu'il veut s'en prendre à Émilie? Non, j'aurais jamais pensé ça. Je savais qu'il était capable de tout. Je le savais parce que j'ai vécu l'expérience pendant 10 ans du harcèlement. Il a voulu détruire son ex-femme. J'ai assisté à tout ça, moi. Mais jamais j'aurais cru qu'il s'en serait pris à Émilie. Vous allez avoir cette série de messages jusqu'à 12h30 à peu près, oui. Ouais. À 12h30, les messages s'arrêtent. Oui. Et Plus rien. vous passez l'après-midi sans plus rien. Je passe l'après-midi avec Quentin, on a regardé des films. Vous êtes inquiète? Non, parce que en fait le dernier message que je lui ai envoyé, c'est arrête de m'envoyer des messages, profite de ta fille, profite de ta journée avec elle. Et Émilie, quand elle est partie, elle était heureuse. À 17h, vous lui envoyez un message, vous, cette Oui. fois, pour lui demander quand est-ce qu'il pense rentrer. Je lui ai dit, quand est-ce que tu rentres? Demain, Émilie, elle est à l'école. Émilie, elle avait les cheveux qui lui arrivaient en bas du dos, donc très, très difficile à laver, à démêler, donc ça prend quand même un certain temps. Puis bon, à chaque fois, ça tire, ça fait mal, donc je prenais quand même mon temps. Et il me répond, on est toujours à Paris. Donc, Là, vous comprenez pas trop. je comprends pas, non, parce que je vois pas. Bon, je sais qu'Émilie adore Paris, elle adore la Tour Eiffel. Donc je lui ai dit, demain elle est à l'école, ne tarde pas, quoi. À 18h, une heure après, là, Ouais. là, vous avez un pressentiment. Je sais pas ce que j'ai eu. J'étais dans le canapé avec Quentin et j'ai commencé à être prise de panique, de tremblement. Quentin me dit, maman, il pensait qu'en fait je faisais un malaise. Je dis, il y a quelque chose qui va pas. Je me sentais mal, hein, vraiment. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné au commissariat directement. Alors, J'ai eu le peur. commissariat va prendre ça très au sérieux. Oui. Donc j'ai dans un premier C'est temps. important de le dire parce qu'il y a Oui. souvent des fois où ça ne Oui. se passe pas bien, mais là, ils vont vous prendre très au sérieux. Oui, parce que j'ai raconté un peu en gros Ouais. tout ce qui se passait à la maison. Et donc j'ai d'abord téléphoné au commissariat de Liévin, qui est à côté de chez moi, qui ont transmis au commissariat de Lens. Et Alors là, la machine judiciaire se met en branle, mais oui. à 20h30, Pierre vous envoie un message. Donc moi, entre deux, j'ai lancé un message sur les réseaux en disant que ma fille avait disparu, quoi. Et 20h30, il m'envoie un message et En vous disant on est sur la route. on est sur la route. Oui. Ça vous rassure? Je sais pas. Sur le moment, je sais pas. Parce qu'en fait, juste avant, j'avais eu l'appel du commissariat de Lens en me disant qu'il lançait une information pour disparition inquiétante. Mais moi, je pensais qu'il allait quitter le pays avec Émilie. Parce que depuis le matin, il avait quand même le temps de passer les frontières. Hein, et on n'est pas très loin de la Je Belgique. pensais qu'il l'enlevait en fait, c'est Oui, ça? oui. Qu'il voulait l'enlever et partir avec. Oui, c'est ça. Oui. Donc 20h30, il vous dit on est sur la route. 20h55, il renvoie un message. Oui, Il vous dit on arrive. on arrive.
Il y a des échanges après? Non, j'ai envoyé... Vous envoyez des Oui. messages, mais il ne répond pas. Je n'ai pas les accusés de réception. Donc je me suis dit que son portable était éteint. Et à 22h, vous avez un coup de fil. Je rappelle le commissariat de Liévin entre deux. Je leur dis que j'ai eu un message, donc ils m'ont dit d'attendre. Et à 22h, entre 22h et 22h30, j'ai un appel du commissariat de Lens en me disant qu'ils ont retrouvé Émilie, qu'il faut que je vienne au commissariat. Ils n'ont pas voulu me donner plus de détails au téléphone. Là, vous allez au commissariat. Je vais au commissariat de Lens avec Quentin. Et là, donc j'attends 5 minutes dans le hall. Je suis reçue par un policier qui me dit on a retrouvé Émilie. Elle a eu un accident de voiture. Elle est dans un état grave. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai demandé des explications. Donc il m'a dit Émilie est gravement brûlée. C'est très très grave, il m'a dit. Au début, j'ai pas compris en fait. J'étais un peu dans un état second. Et j'ai crié un moment. J'ai crié dans le bureau. J'ai crié il a voulu tuer Émilie. C'est sorti et le policier m'a dit Madame, il faut pas dire ce genre de choses. Il va y avoir une enquête. Vous le pensiez à ce moment-là? Oui. Oui. Alors qu'il n'y avait En aucun fait, indice qui laissait penser ça? c'est ça. Mais je pense qu'en une fraction de seconde, tout ce qui s'est passé le matin, les messages, tout s'est mis en place en fait dans ma tête. C'est comme un puzzle et C'est tout à ça. coup, Mais voilà, en une fraction de seconde. Et voilà. vous allez à l'hôpital. Donc je fais ma déposition. Les policiers me ramènent chez moi avec ma voiture. On attend mes parents parce que j'étais pas en état d'aller à Lille seule. Et j'arrive à l'hôpital, oui. À 1h Émilie n'est pas du encore là matin. quand vous arrivez? Non, elle était encore sur les lieux de l'accident. Mais vous voyez Pierre, Je vais le voir, oui. qui est légèrement brûlé, lui. À la tête apparemment, hein, à la tête et aux mains. Vous lui dites quoi? Je lui demande ce qu'a fait Émilie aujourd'hui. Il m'a répondu ça ne te regarde pas. Donc je dis écoute, Émilie, elle est dans un état très grave, j'ai quand même le droit de savoir, parce qu'au fond de moi, en fait, je me disais si ma fille s'en va, j'ai quand même le droit de savoir ce qu'elle a fait. Il m'a dit on est allé à Boulogne-sur-Mer, on est allé, voilà, ils sont allés à la mer. Émilie va arriver Émilie à arrive, oui. l'hôpital. Oui, Vous la voyez. oui, oui, Et là, c'est terrible. je ne la reconnais pas. Elle est bandée des pieds à la tête. Il n'y a que les orteils qui passent. Elle est brûlée sur tout le corps. Elle est brûlée sur la totalité du visage au 3e degré, les mains et les cuisses au 2e degré profond et l'arrière des mollets. Qu'est-ce que vous vous dites en la voyant? C'est pas ma fille. C'est pas Émilie. Vous avez peur? Oui, Peur de la perdre? oui. Oui. Des nuits entières, je l'ai supplié de ne pas partir. Les médecins vous disent quoi? J'ai été reçue par le chef de la réanimation pédiatrique de Jeanne de Flandre à Lille. Je tiens à le préciser parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Il m'a reçue donc avec l'interne de garde et il m'a laissé vraiment des chances. Il n'y avait aucune chance, quoi. Aucune chance. Et c'est ce qui me fait tenir encore aujourd'hui. À ce moment-là, vous dites que vous allez la perdre. Et je me dis que je vais la perdre, mais quand... Oui, c'est ça, ouais. Et... Ouais. Elle va être plongée dans un coma artificiel. Elle a été plongée dans un coma artificiel sur les lieux parce qu'elle souffrait énormément. Énormément. Donc ils l'ont plongée dans le coma avant de la transporter. Et vous allez passer du temps à ses côtés à l'hôpital? Tous les jours, jour et nuit. Vous lui parlez? Oui, tout le temps. Tout le temps. Vous lui dites quoi? Je la supplie de pas me le laisser. Émilie et moi, on a toujours été très fusionnels. On a toujours, même allé à l'école, à l'école d'Émilie, on nous disait jamais l'une sans l'autre. Donc cette relation, c'était notre relation et je lui disais tu peux pas partir, quoi. Cette vie sans elle, c'est inimaginable. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors vous êtes persuadé que votre ex-compagnon est responsable de l'accident de voiture. Heureusement, ce soir-là, un homme et sa fille vont croiser la route et sauver votre fille. Mais vous êtes désormais décidé à mener un combat judiciaire pour que son père soit puni pour ce qu'il lui a fait.
Quelques heures après le drame, Stéphanie apprend que 2 témoins ont vu la scène. Alors qu'il roulait sur une départementale, Francesco et sa fille disent avoir vu un conducteur perdre le contrôle de son véhicule et foncer dans un poteau électrique. Rapidement, la voiture aurait explosé et aurait pris feu. Francesco se serait alors précipité dehors pendant que sa fille appelait les pompiers. En voyant Pierre, Francesco lui aurait demandé si quelqu'un était encore dans la voiture. Et après plusieurs secondes de silence, l'homme aurait fini par acquiescer. Francesco aurait donc ouvert la portière et Émilie serait tombée de la voiture, le visage brûlé, mais toujours consciente. En attendant les pompiers, la fille de Francesco guide son père pour qu'il prodigue les premiers soins à la fillette. Puis Pierre et Émilie sont transférés à l'hôpital pendant que les policiers interrogent les témoins de la scène. En découvrant ce témoignage, Stéphanie est sous le choc. Sur les conseils des policiers, elle porte plainte contre X le mardi 21 janvier. Et ses soupçons vont vite être renforcés par des éléments matériels. Selon les premières constatations, de l'essence aurait été déversée dans le véhicule, alors que la voiture roulait au diesel. Ancien pompier de formation, Pierre savait pertinemment que le diesel ne brûle pas. Au vu des éléments à charge contre lui, l'homme est arrêté et est placé en garde à vue. Le 8 juillet 2020, il est mis en examen pour tentative d'assassinat sur sa fille et il est placé en détention provisoire. Si le pronostic vital d'Émilie n'est plus engagé, elle reste dans un état grave. La fillette a déjà subi plusieurs greffes du visage, des cuisses et des mains. Transférée dans un centre de rééducation pour grands brûlés, elle devra subir une nouvelle opération des paupières en décembre et être entendue par une juge en vue d'un procès. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Stéphanie, il y a 2 combats en fait. Il y a le combat pour Émilie et puis il y a le combat pour la justice. Il y a un procès qui aura lieu en 2021. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur Émilie, sur ce qu'elle vit à l'hôpital. Parce que je dois avouer que quand j'ai lu tout ce qu'on lui avait fait pour tenter de la sauver, rien que la lecture, elle est terrible. Elle a subi une greffe des mains. Oui. Elle a eu... en fait, quand Émilie est partie le 3 février, pour ses mains, la chirurgienne ne savait pas ce qu'elle allait faire. Lui amputer les mains. Ou elle ne savait pas. Donc c'est pour ça qu'on m'avait pas donné de délai sur les heures d'opération. Donc elle a gratté les brûlures sur ses 2 mains. Elle est arrivée aux articulations. Donc elle lui a mis les mains en nourrice. C'est-à-dire qu'elle découpe la première partie de peau qui se trouve sur le ventre et elle a glissé les mains à l'intérieur du ventre. Elle a cousu donc sur les côtés pour pas qu'elle retire ses mains. Et elle est restée comme ça pendant 5 semaines, les mains enfermées. Et en fait, la peau du ventre s'est recollée sur les mains. Et donc, il y a eu une autre opération qui a fait qu'elle a découpé la peau qui s'était collée avant de refaire une greffe sur le ventre. Pour sauver ses mains en apparence. Elle s'est fait amputer des morceaux de doigts. Elle s'est fait amputer les 8 premières phalanges de tous les doigts par les pouces. Elle a eu des greffes au visage par bandelette. Elle a eu une greffe complète du visage. Du haut du front jusqu'en dessous du menton. Je crois qu'à un moment donné, on lui a cousu les yeux. Oui. Aussi. Alors pendant les 5 semaines qu'elle a eu les mains enfermées dans son ventre, au moment de la greffe du visage, il y a eu une première greffe des paupières. Et en fait, avec le clignement des yeux, elle aurait pu les rejeter. Donc ils lui ont cousu les yeux pendant 2 semaines. Elle était consciente, elle était sortie du coma. Elle était consciente ? Oui. Donc pendant 2 semaines, elle a vécu les yeux fermés et les mains enfermées. Et ça, je crois que c'est la pire chose que j'ai vécue là-bas. Parce qu'on avait établi un moyen de communication toutes les deux, en fait, au départ, quand elle s'est réveillée.
Parce qu'elle ne parlait plus. Donc je lui parlais, elle me répondait avec les yeux. Oui, non, les Forcément, clignements. quand il y a eu la greffe, Elle pouvait elle plus. avait les yeux fermés. C'est ça. C'est ça. Son pronostic vital n'est plus engagé. Et il a été engagé pendant 3 mois. Aujourd'hui, il n'est plus engagé. Non, aujourd'hui, non. Vous arrivez à communiquer avec elle aujourd'hui? Oui, elle est trachéotomisée depuis le 28 janvier. Et depuis le 24 juin, elle reparle. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, c'est Émilie, quoi. Le caractère est là. Elle parle bien, quoi. Ça reste compliqué par moments parce qu'elle doit beaucoup reprendre sa respiration entre chaque mot. Mais Elle vous demande pourquoi elle est là, ce qui s'est passé? oui, Qu'est-ce que vous lui répondez? je ne peux pas lui répondre parce qu'il y a une instruction et je ne peux pas lui répondre. Je ne peux pas lui répondre avant qu'elle ait été interrogée. Elle vous parle de l'avenir? Oui, Elle rêvait d'être hôtesse de l'air. hôtesse de l'air? Oui, Elle a toujours ce rêve? oui. Encore hier, elle nous en a parlé hier matin. Qu'est-ce que vous lui dites quand elle vous parle de ce rêve? Je la laisse rêver. Je la laisse rêver parce que j'ai espoir qu'elle remarche aussi. Hein. Parce que ça, il faut le préciser, elle ne marche plus. Elle se rend compte de son état? Oui. Oui. Parce qu'elle regarde ses mains et elle m'a demandé pourquoi ses doigts avaient rétréci. Donc je lui ai dit qu'elle a eu les premières phalanges qui ont été amputées. Donc elle m'a demandé pourquoi, donc je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que les bouts de doigts ont commencé à nécroser, donc pour éviter que ça monte, on a dû couper. Mais bon. Vous avez le sentiment qu'elle vit tout ça comment? Ça dépend. Il y a des fois, elle est bien en fait. Bien. C'est un grand mot. Hein. Ça reste une enfant qui reste alitée. Mais il y a des moments où elle baisse les bras encore, pas plus tard qu'hier, quoi. Elle vous dit quoi? Pas plus tard qu'hier, elle me dit j'en ai marre. Elle revient de Quentin, elle dit toi tu as de la chance, tu peux marcher. Donc moi quand c'est ça, quand il se passe ça, je vais pas dans son sens parce que c'est pas l'aider. Je la booste en lui disant Amélie, il faut que tu remarches, il faut que tu te soignes parce qu'elle veut le centre, elle en a un peu marre aussi. Je dis, voilà, tu ne peux pas rester comme tu es là, il faut continuer à te battre. Et encore hier, en lui faisant un câlin, je lui ai dit, quoi. Je dis, tu t'es battue depuis le 19 janvier, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Elle vous parle de son papa? Elle m'en a parlé, oui. Elle m'en a parlé, en fait, quand elle a commencé à reparler, donc le 24 juin, elle faisait beaucoup de cauchemars. Elle était anxieuse. Et donc... moi, je ne pouvais rien lui dire, bien sûr. Et donc, quand on a su... bon, ça, je peux le dire, hein, puisque c'est passé dans les journaux en fin de semaine dernière qu'il a été mis en détention provisoire, confirmé par le parquet de Béthune, donc le 10 juillet. Moi, je suis arrivée le 13 juillet, Émilie pleurait. Elle me dit « Maman, j'ai encore fait des cauchemars, j'ai peur ». Donc je suis allée voir la psychologue et je lui ai dit, écoutez, moi je supporte plus de voir Émilie dans cet état. Elle m'a dit, vous faites ce que vous voulez. Donc sans rien lui dire de plus, je lui ai dit, personne ne pourra te faire du mal, Émilie. Elle me dit, oui, mais j'ai peur que papa vienne. J'ai répondu, il ne peut pas, Émilie. Il est en prison. Et depuis ce temps-là, c'est encore compliqué psychologiquement, mais elle ne m'en parle plus, quasiment plus. Et vous, comment vous allez? Ben moi, je suis suivie aussi par une psychologue. Il y a des hauts, il y a des bas. Comme je disais tout à l'heure, quand ça ne va pas, je repense aux paroles du chef de la réanimation qui m'a dit qu'il n'y avait pas de chance pour Émilie. Et quand je vois où elle en est aujourd'hui, je me dis que je n'ai pas le droit de baisser les bras. Pour elle? Pour elle, pour Quentin. En tout cas, il y a ce combat pour vos enfants, puis il y a le combat en justice, il y aura un procès qui aura lieu l'année prochaine. Normalement, oui. Normalement, a l'année priori. prochaine. Donc jusque-là, il est présumé innocent, bien évidemment. Mais Bien sûr, oui. on comprend votre souffrance, le combat, et puis vous embrassez Émilie pour nous. Merci.
Dans Crime et faits divers, la quotidienne, je vais maintenant revenir sur une affaire qui a mobilisé les gendarmes de Thann, en Alsace. Pendant de nombreux mois, Gabriel et Pierre, deux jeunes retraités, meurent à quelques jours d'intervalle. Leur décès ressemble à une intoxication alimentaire, mais après des analyses, les enquêteurs ne trouvent rien de spécial dans leur nourriture. Les gendarmes piétinent, ils n'ont aucune piste qui permet d'expliquer la mort des deux. Secouer l'Alsace. En octobre, un couple de retraités meurt dans des circonstances mystérieuses. Et alors que les gendarmes tentent depuis plusieurs mois de comprendre ce qui s'est passé, Romain, le fils du couple, fait d'étranges révélations. On y revient dans un instant. Mais auparavant, le journal des faits divers et on commence à Calais, où un homme est mort poignardé par son voisin d'immeuble. Félicité Kindoki. Les événements se sont produits vendredi soir dans les parties communes d'une résidence de la rue Molien à Calais. Un homme de 36 ans et sa compagne de 42 ans rendent visite au frère aîné du trentenaire. La soirée se déroule bien quand ils entendent un autre homme crier dans le couloir de l'immeuble. C'est alors que la femme du frère aîné sort à la rencontre de l'individu. Il s'agit en fait du voisin de l'appartement mitoyen, retraité de 68 ans. Il tient un couteau de cuisine dans la main droite. L'homme lui porte 2 coups de poing au visage avec sa main gauche. Interpellé par les cris résonnant sur le palier, le jeune frère sort ensuite de l'appartement. Il reçoit un coup de couteau dans le bras gauche. Enfin, son frère aîné intervient à son tour et là, il reçoit un coup de couteau en pleine poitrine. Transporté à l'hôpital, l'homme de 47 ans n'a pas survécu à ses blessures. Il est décédé vers 4 heures du matin. Les 2 autres blessés sont rapidement sortis de l'hôpital après la pose de points de suture. Le retraité, auteur présumé, a été arrêté et placé en garde à vue dès vendredi soir. Il prétend s'être défendu et être victime de nombreuses insultes de la part de ses voisins. D'ailleurs, le voisinage affirme qu'il était en mauvais termes avec tous les locataires. L'enquête se poursuit. À présent, direction la Seine-Saint-Denis, en région parisienne, dans une école maternelle. Des enfants ont joué avec de la cocaïne dans la cour de récréation. Jeudi après-midi, dans la cour de récréation de l'école Jules Ferry, à Gagny, des enfants de grande section trouvent un petit pochon contenant de la poudre blanche. Ils ouvrent le paquet, certains touchent, d'autres goûtent et d'autres encore reniflent ce qu'ils ignorent être de la cocaïne. Les enseignantes sont interpellées par l'attroupement inhabituel des élèves et elles constatent les comportements anormaux de certains et décident d'alerter le directeur, les pompiers et les parents des enfants concernés. Au total, 6 enfants de 5 ans ont manipulé la cocaïne. Tous ont été examinés. 2 d'entre eux ont été brièvement hospitalisés pour des symptômes directement liés, comme des pupilles dilatées. Ils sont sortis de l'hôpital jeudi soir. Reste à déterminer comment la cocaïne s'est retrouvée dans l'école maternelle. La drogue était-elle cachée à l'intérieur ou a-t-elle été apportée de l'extérieur par un élève ? Le parquet a ouvert une enquête. Ce que l'on sait, c'est qu'à la suite de l'événement, un membre du personnel aurait jeté le petit ballotin d'1 gramme de cocaïne dans une des poubelles de l'école. Mais toutes les hypothèses, oui, sont encore possibles. D'ailleurs, tous se questionnent. Regardez. 2 enfants ont été brièvement hospitalisés dans la soirée. Ce vendredi, tous étaient en bonne santé. Mais tous les parents se posent une seule et même question. Comment la cocaïne a pu rentrer dans cette école ? Il y a 2 clôtures qui se disent que les jeunes, au final, le soir, ils se réunissent pas là. Pour moi, je vois que ça, en fin de compte. Le maire de Gagny prend cette affaire très au sérieux. Moi, ça me met dans une colère monstre parce que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, juste l'idée de pénétrer dans un établissement scolaire qui abrite des enfants de 3 à 6 ans avec une telle substance, pour moi, c'est juste inadmissible. L'élu a déjà prévu de renforcer le système de vidéoprotection aux abords de cette école. En attendant, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête confiée à la sûreté territoriale. Certains parents d'élèves envisagent de porter plainte. On part maintenant dans le sud de la France, à Nice, où un baby-sitter a été condamné pour avoir agressé sexuellement un enfant de 2 ans seulement qu'il gardait. L'homme de 30 ans était pourtant présenté comme le baby-sitter idéal. Les parents de la victime en avaient entendu dire que du bien. Il affichait un CV bardé de diplômes avec une réelle expérience dans la petite enfance. Il avait notamment travaillé auprès d'enfants placés par la justice. Oui, un profil original qui avait naturellement séduit et rassuré les parents des 2 bambins âgés de 6 et 2 ans. Ils ont donc confié leurs enfants et s'étaient même attachés à lui. Rien ne laissait présager un tel drame. La fillette de 6 ans prétendait avoir le meilleur baby-sitter qu'elle n'ait jamais eu. Et pourtant, en août 2019, en dépit de son jeune âge, l'enfant de 2 ans a réussi à révéler à ses parents l'agression sexuelle subie. La victime a fait comprendre à ses parents que le baby-sitter avait mis son sexe dans sa bouche. L'homme a été placé en garde à vue. Il a rapidement reconnu les faits. Il a même avoué avoir des penchants pédophiles et zoophiles.
Il a été jugé par le tribunal correctionnel de Nice pour agression sexuelle. Il est condamné à 4 ans de prison ferme avec obligation de se soigner. Il lui est bien sûr interdit d'entrer à nouveau en contact avec des enfants. Allez, on termine ce journal des faits divers à Villeurbanne, cette fois près de Lyon, où un homme a tiré sur une fillette de 10 ans avec un pistolet d'alarme. Ce qui aurait pu être un événement dramatique s'est déroulé samedi soir aux alentours de 20h dans un immeuble de la rue Hippolyte-Kahn à Villeurbanne, alors qu'une jeune fillette de 10 ans était en train de vendre des calendriers pour financer un voyage avec les scouts. Oui, en fait, elle faisait du porte-à-porte dans les parties communes de sa résidence, mais au moment où elle sonne chez l'un des habitants, un homme âgé de 81 ans lui ouvre. L'homme porte une arme d'alarme à la main. Il la pointe en direction de la jeune fille et tire. Heureusement, l'arme qu'il détient n'expulse pas de projectiles et sert uniquement à effrayer. La fillette apeurée court se réfugier chez elle et alertée, la police se rend au domicile de l'octogénaire qui s'est enfermé chez lui. Ce dernier confie sans difficulté le pistolet d'alarme dont il a fait usage. Il est alors interpellé et transporté au commissariat où il s'est expliqué dans le cadre d'une garde à vue. Merci beaucoup, félicité Kindoki, on vous retrouve demain en direct. On part maintenant à Thann, près de Mulhouse, en Alsace. C'est ici que vivent Gabriel et Pierre, 2 jeunes retraités de 64 et 66 ans. Ils semblent mener une vie paisible, mais leur quotidien va être violemment bouleversé. Le 9 octobre, juste après le dîner, Gabrielle est prise de violentes douleurs abdominales, puis de vomissements. Son mari appelle les secours qui arrivent rapidement sur place. La sexagénaire est prise en charge à l'hôpital de Thann, mais les médecins n'arrivent pas à déterminer ce dont elle souffre. Peu de temps après l'hospitalisation de Gabriel, c'est au tour de Pierre, cette fois, de se sentir mal. Il a exactement les mêmes symptômes que sa femme. Les médecins pensent alors à une intoxication alimentaire, mais les analyses des restes de leur repas ne donnent aucun résultat. Gabriel décède dans la nuit. Pierre, lui, lutte pour rester en vie. Mais 3 jours après sa femme, il décède à son tour. Une enquête est ouverte, mais les gendarmes n'ont aucune piste. Ils envisagent un temps un double suicide, mais l'hypothèse tombe rapidement à l'eau. Et alors qu'ils piétinent, les enquêteurs remarquent le comportement très suspect du fils du couple, Romain. Tandis que Florence, la fille aînée, semble épeurée, lui est étrangement froid. À l'hôpital, il questionne beaucoup les médecins sur ce qui aurait pu tuer ses parents. C'est lui d'ailleurs qui parle en premier d'empoisonnement. Et il évoque même l'arsenic. Le juge d'instruction décide alors de faire exhumer les corps de Pierre et Gabriel pour vérifier cette fameuse thèse de l'empoisonnement. À Thann, 2 mois après leur décès, Gabriel et Pierre sont exhumés. Et ce sont sur leurs cheveux que les tests d'arsenic vont être pratiqués. En attendant les résultats, les enquêteurs décident de se pencher sur le profil de leur fils, Romain. À 28 ans, le jeune homme vit chez ses parents et occupe un emploi jeune dans un lycée de la région. Il avait mission d'être un peu copain avec les élèves, hein, d'accord, d'être plus proche d'élèves que le surveillant qui par définition a une mission plus rigoureuse, quoi. Une tâche que Romain accomplit avec rigueur. C'est quelqu'un qui, dans les premiers mois, montre du zèle, de l'enthousiasme dans tout ce qu'il entreprend. Il est, bon, voilà, à ce moment-là, il n'y a rien à lui reprocher. Mais très vite, Romain devient de moins en moins assidu, au point d'exaspérer ses supérieurs. Il arrive en retard, ou alors il ne vient pas du tout, et il ne téléphone même pas qu'il s'absente. Il revient le lendemain, il faut aller le pêcher en disant « t'étais pas là hier, qu'est-ce qui se passe ?» Alors il sort une excuse quelconque, quoi, mais ça commence à s'effriter. Des absences à répétition et une situation qui s'aggrave à mesure que l'année scolaire avance. Il sombre un peu dans la drogue. Il passe son temps à traîner, il fume du cannabis, c'est un personnage oisif. Comment dirais-je, il dilapide son temps et son argent. Et il est évident que les parents étant des gens parfaitement honnêtes ne peuvent plus supporter cette situation absolument intolérable et choquante.
Un trop-plein et un comportement humiliant pour ses parents qui auraient alors décidé de lui poser un ultimatum. La maman et le papa se mettent d'accord pour lui dire, à partir de la Toussaint, le 1er novembre, maintenant, tu ne restes plus chez nous, tu te débrouilles pour mener ta vie, pour travailler, pour avoir ton chez-toi, pour avoir ta famille et tout ça. Et pour cause. Au total, le couple a versé plus de 8 000 € à Romain en l'espace d'1 an. Les enquêteurs découvrent alors que l'argent est un sujet de discorde au sein de la famille. Alors, on a découvert aussi que sa sœur hérite des 2 tiers de l'héritage. Et comme ils ont beaucoup donné à Onra, eh bien, il faut donner une compensation à Florence. Donc il s'est senti floué. Face à tous ces éléments, les enquêteurs en sont sûrs. Romain est impliqué de près ou de loin dans la mort de ses parents. L'homme est alors placé en garde à vue. Alors que l'audition se poursuit, les résultats des analyses tombent. Et ils sont sans appel. On apprend que les époux Val ont été empoisonnés avec de l'arsenic, qu'ils ont ingéré ce produit pendant de très longs mois. Pierre était intoxiqué depuis à peu près 10 mois et Gabriel depuis à peu près 4 ou 5 mois. Une nouvelle qui stupéfait les enquêteurs. Cela fait près d'1 an que les parents de Romain ingéraient ce poison mortel. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Avec nous en direct sur ce plateau, le docteur Jean-Marc Benkemoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre et c'est vrai qu'on est intrigué par le profil de Romain, qui est le fils, qui avait 28 ans à l'époque, qui au fond passait son temps dans une espèce d'oisiveté mélangée avec du cannabis, à dépenser l'argent. C'est un drôle de profil quand même, non ? On a peu de choses quand même. On sait effectivement l'oisiveté, le fait qu'il faisait pas grand-chose. Il travaillait pas, il habitait chez ses parents. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un profil assez classique des auteurs de parricides. Voilà, quand on relit un peu les différentes études, il y en a peu, parce que des parricides, il y en a à peu près 40 à 50 par an. Quand on relit les études, c'est des hommes, c'est souvent des hommes, le plus souvent, âgés d'une trentaine d'années, vivant au domicile des parents, et ne travaillant pas, donc, et souvent aussi coutumier de la drogue. Voilà. Ça s'explique comment ? C'est le regard des parents, au fond, qui devient insupportable par rapport à la vie qu'on mène ? Tout peut se voir. En tous les cas, ce qu'on voit souvent, outre la maladie psychiatrique, c'est-à-dire que les maladies, la dépression, et donc l'oisiveté, la drogue, etc., peuvent être un des symptômes de dépression, mais aussi la psychose. Outre ces maladies psychiatriques, ce qu'on voit le plus souvent sont des motifs de ce qu'on a entendu là, des motifs de difficultés intrafamiliales, et notamment du fils vers le père ou du père vers le fils, et puis des motifs d'argent, et notamment une décision récente prise par les parents de couper les vivres, en gros ce qu'on entend. Dans ce cas-là, moi ce que j'ai compris en lisant la presse, c'est qu'il y a eu une intoxication chronique et aiguë. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va dire les choses, il en avait marre que ça aille pas assez vite pour se débarrasser des parents. Peut-être qu'il a appris là, effectivement, qu'il aurait plus d'argent, ou la notion de la problématique de l'héritage. Mais il y a quelque chose qui m'étonne, moi, docteur, dans cette affaire, c'est que les gendarmes pensent que comprennent pas. Enfin voilà, l'affaire c'est flou. Et c'est lui qui va les mettre sur la piste. C'est lui qui va évoquer l'empoisonnement. C'est lui qui va évoquer l'arsenic. En fait, comme s'il leur donnait des éléments pour se faire prendre. Alors c'est difficile de parler de quelqu'un qu'on n'a pas rencontré. En tous les cas, ça rappelle un peu ce que font de temps en temps les tueurs en série, c'est-à-dire de ne faire avancer la justice que si la justice avance. Voilà, c'est-à-dire que je te donne des éléments que si tu m'en donnes. Et on en voit des affaires célèbres de ce type. Donc, effectivement, il va... alors, moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'il faisait encore plus. C'est-à-dire que c'est lui qui a... forcément, le poison est peu utilisé de nos jours, avec la façon de retrouver normalement les substances, etc. C'est une arme peu utilisée, en dehors de ce qu'on entend maintenant avec... des problèmes avec la Russie, etc. Mais enfin, c'est en général une arme peu utilisée et surtout très peu utilisée par les hommes. C'est une arme. Oui, j'allais dire, c'est plutôt féminin, visiblement.
Alors après, on fait des tas d'asymptotes en disant c'est parfois des homosexuels, enfin bon, etc. Mais enfin, c'est quand même plutôt une arme féminine. Et donc, effectivement, la question qu'on se pose, c'est d'une dynamique manipulatoire. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut venir éclairer sur le profil, de se dire à la fois, il y a quelque chose du domaine de la perversité, d'aller donner ce qui va finir par me faire découvrir, ou peut-être de se dire effectivement que les gens retrouveront pas peut-être une mauvaise connaissance en fait de la médecine légale, parce qu'on retrouve dans les cheveux effectivement la majorité des toxines. Des poisons. Maître Florence Roux, c'est quand même étonnant de voir ce garçon qui va mettre la police sur la piste. Au fond, en donnant les éléments. Il commence par parler de poison, et puis comme visiblement ça accroche pas assez, il va ensuite parler précisément de ce poison-là, et donc du coup des recherches vont être entamées. C'est assez rare quand même de voir le criminel qui met à ce point les policiers. En même temps, c'est vrai que ça arrive. En même temps, ça pourrait peut-être être aussi une autre hypothèse. Peut-être qu'il est innocent et peut-être qu'il se pose des questions, puisque de l'arsenic, on en a retrouvé aussi dans ses cheveux, si j'ai bien compris. On en a retrouvé sur lui, sur ses vêtements. Oui, mais est-ce que... On ne sait jamais, Jean-Marc. Ça, c'est l'avocate. Oui, c'est l'avocate qui parle. On vous reconnaît tout de suite. Là. On me reconnaît bien. Mais moi, je me dis quand même que tant qu'on n'a pas trouvé l'indice qui pourrait nous faire penser qu'il est à tout prix coupable et sans discussion, il y a quand même des éléments troublants à décharge aussi, je trouve. Alors, c'est vrai qu'on on peut se dire qu'il a un certain profil, qu'on lui attribue en tout cas, qu'il y a des éléments qui nous laissent penser qu'il ne s'entendait plus avec ses parents. Il y avait cet ultimatum, maintenant ça va, tu as assez fait Tanguy, tu peux partir. Il y a tous ces éléments qui jouent contre lui, mais en même temps, mais Jean-Marc, en même temps, il y a aussi des dossiers dans lesquels on avait toutes les apparences contre, et finalement, un jour, pas toujours, on n'a pas toujours la solution, mais on peut trouver une autre solution que celle-là. C'est vrai qu'il nie, c'est-à-dire qu'il nie son innocence. Mais je précise juste qu'à la fin de l'histoire, quand même, pour donner la fin de l'histoire tout de suite, il est condamné. Donc, malgré tout, donc il est coupable. Il est condamné à réclusion criminelle à perpétuité. Il est reconnu coupable par la société. Pour la justice. Avec une période de sûreté de 22 ans. Je voudrais juste avoir l'avis d'Inès Gauthier aussi, quand même, parce que les experts psychiatres disent qu'il est dangereux, qu'il est intolérant aux frustrations, qu'il est narcissique, qu'il ne s'aime pas, qu'il n'aime pas sa vie non plus, qui est un échec. Ça fait beaucoup de choses quand même, non ? Oui, parce que puisque là, on est sur le jeu des hypothèses diverses, puisqu'on a des faibles éléments à notre disposition. Effectivement, une autre hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit, il s'est senti lésé par sa famille, il s'est senti exclu par rapport à la sœur privilégiée, et que peut-être aussi que dans cette démarche, si vraiment il a fait ce qu'il a fait, etc., il s'est senti dans son bon droit. Donc peut-être aussi qu'il y a une notion chez certaines personnalités qui estiment qu'elles ont eu raison de faire ce qu'elles... et qu'elles ont juste obtenu réparation en se faisant justice elles-mêmes. Peut-être qu'il a l'impression d'avoir réparé un tort, d'avoir rétabli une certaine justice en allant attaquer ceux qui l'avaient déçu, par qui il s'est senti abandonné. Oui, mais c'est même pas son argumentation, parce que lui dit je suis innocent. Oui. Donc parce qu'il justifie même pas le fait d'avoir fait ça, lui il clame son innocence. Il le revendique pas, parce que certainement qu'il n'a pas envie d'en payer les conséquences et de se faire prendre dans l'hypothèse où c'est ça qui s'est vraiment passé, mais peut-être qu'il a quand même une petite fierté d'avoir été à l'origine de ce stratagème, si c'est bien ce qui s'est passé, et d'aller donner justement aux policiers comme un jet du gendarme et aux voleurs pour faire avancer l'enquête tout en se faisant pas prendre. Et peut-être que justement, comme c'est quelqu'un de peu inséré, qui n'avait pas semblé avoir réussi quelque chose dont il pouvait être fier, peut-être que là, c'était sa démarche qui a abouti, le projet qu'il a réussi, et donc quelque part, il n'a peut-être pu s'empêcher d'en parler. Ce qui est intéressant, Dr Benkemoun, c'est qu'au procès, tous les proches sont là, ils sont tous persuadés qu'il est coupable. Lui apparaît très froid dans le box des accusés, et il clame son innocence. Jusqu'au bout, il clame son innocence. Il a même fait appel. La peine a été confirmée d'ailleurs en appel à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Mais lui continue à dire « je suis innocent ». Oui. C'est assez fréquent que les parricides ne reconnaissent pas, alors en général, ne reconnaissent pas les crimes commis. La culpabilité entraîne souvent la tentative de suicide ou le suicide. C'est-à-dire qu'il y a un parricide, puis il y a un suicide. Et effectivement, là, il semble qu'on soit dans une dynamique de personnalité plus particulière. Bon, vous avez parlé de personnalité narcissique, etc.
c'est vrai qu'il peut y avoir ces personnalités du coup qui se placent dans cette dynamique de vengeance. Voilà, j'ai remis en place les torts qu'on m'avait occasionnés par rapport à cette problématique. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est cet empoisonnement qui a duré 1 an. Oui. C'est très long quand même. Enfin, Alors, c'est pas un empoisonnement soudain, c'est 1 an. Alors ça traduit probablement ce qu'on retrouve rarement dans les parricides, c'est la préméditation. C'est vrai que chez les parricides, c'est plutôt pas prémédité. L'arme, c'est souvent une arme à feu ou un couteau ou un objet contondant qu'on trouve sur place. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Et c'est dans ce sens que le côté empoisonnement chronique, puis quelque chose de brutal, le ramène en fait cette personne, si tant est qu'il ait commis des actes, dans cette notion effectivement de quelque chose de moins prémédité, en tous les cas pour les derniers actes. Mais cette période de 10 mois amène à se poser la question de la préméditation et du coup de ce qu'on retrouve dans le profil, de la froideur, enfin bon, etc. etc. Voilà, je rappelle qu'il est condamné quand même, réclusion criminelle à perpétuité, peine confirmée en appel, même si je vous ai jamais vu prendre autant de précautions sur un dossier. Vérité judiciaire, pas forcément historique, Jean-Marc. C'est la différence que je souhaite faire toujours. Eh bien, vous avez raison. Merci, docteur Jean-Marc Benkemoun, d'avoir été avec nous, psychiatre. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Et ça, c'est la vérité d'être jugé en appel au palais de justice de Nîmes. L'histoire commence en fait le 27 octobre 2015 à Châteauneuf-du-Pape. Dominique, 65 ans, se rend à la gendarmerie pour signaler la disparition de son frère Jean-Marc, de 4 ans, son cadet. Les parents des 2 hommes qui vivent en Espagne s'inquiétaient de ne pas avoir des nouvelles de ce dernier. Dès le lendemain, les gendarmes se rendent chez Jean-Marc. Depuis 1 mois, Dominique, qui vit la plupart du temps à l'étranger, avait élu domicile d'ailleurs chez son frère, mais ce jour-là, il est absent. Les gendarmes remarquent par ailleurs des taches brunâtres à l'intérieur et à l'extérieur de la maison et au fond du puits, dans le jardin, une dalle de béton est fraîchement coulée. Elle recouvre un corps en état de putréfaction avancée, celui de Jean-Marc. Il est emballé dans une housse, poignet attaché, le crâne recouvert d'un sac plastique. D'après les expertises, la mort remonte au 13 octobre. De nombreux coups ont été portés à la victime. Il aurait été frappé de dos avec une barre de fer. Mais c'est un sac plastique qui aurait causé la mort par asphyxie. Le frère, Dominique, devient donc rapidement le principal suspect. Les propres parents sont d'ailleurs convaincus de la culpabilité de leur fils, évoquant des querelles et des jalousies entre les 2 frères. Mais Dominique est introuvable. Un mandat d'arrêt est lancé par le parquet d'Avignon et le fugitif est finalement interpellé au Panama près d'1 an plus tard. Il raconte alors que lui et son frère se seraient battus avant que Jean-Marc ne se prenne les pieds dans le tapis et ne s'effondre sur la table basse. Pourtant, au fil de l'enquête, de nombreux éléments viennent contredire sa version. Peu avant le signalement de la disparition de Jean-Marc, Dominique avait en effet imité sa signature pour vider les comptes de son frère. Plus inquiétant encore, avant de débarquer chez Jean-Marc fin septembre, il achète sur Internet un pistolet électrique paralysant et 3 housses mortuaires. En mai 2019, Dominique comparaît pour assassinat devant les assises du Vaucluse. Condamné en première instance à 30 ans de réclusion criminelle, l'homme avait fait appel. Il vient donc d'être rejugé à Nîmes. Comment s'est passé ce 2e procès, Charlotte Durand ? Bien, cette fois, le procès s'est déroulé sans Irène et Michel, les parents de Jean-Marc et Dominique. Ils étaient tous les 2 présents en première instance, mais depuis, les 2 nonagénaires sont malheureusement décédés. Au premier procès, ils avaient fait part de leur chagrin suite au drame qui avait brisé leur famille. À la barre, Irène avait même déclaré « J'ai eu 2 fils et il ne m'en reste aucun ». Que sait-on de la nature des relations entre les 2 frères ? D'après les parents, il ne faisait aucun doute que Dominique, l'aîné, était jaloux de son cadet. Jean-Marc avait repris le commerce de fromage de ses parents. Il avait un train de vie prospère, habitait dans une jolie villa, alors que Dominique, lui, était dépensier et endetté jusqu'au cou. Il s'était exilé en Amérique latine et lorsqu'il rentrait en France, il logeait chez son frère. Oui, justement, pour les parties civiles, il aurait voulu s'en prendre à son frère pour l'argent. Pour Irène et Michel, Dominique a tué Jean-Marc pour lui voler sa fortune. Ils ont d'ailleurs indiqué qu'il leur réclamait sans cesse de l'argent. Peu avant le drame, les parents auraient décidé de ne plus céder. Et c'est là que Dominique aurait fomenté son funeste projet. Il aurait quitté le Panama où il vivait pour rendre visite à Jean-Marc et le tuer. Après quoi, il aurait simulé sa disparition tout en continuant à dormir dans le lit de son frère pendant 2 semaines. Oui, mais l'accusé, lui, s'est toujours défendu d'avoir prémédité son geste. Dominique assure en effet qu'il s'entendait très bien avec son frère jusqu'à ses retrouvailles en septembre. Selon lui, Jean-Marc avait changé, il ne voulait plus l'aider. Et le soir du drame, une dispute aurait donc éclaté. Jean-Marc serait tombé, paniqué. Dominique aurait alors voulu cacher la tête de son frère dans un sac plastique, persuadé qu'il était déjà mort.
avant de le jeter au fond du puits. Alors finalement, à l'issue de son procès en appel, quel verdict a été retenu à son encontre? L'avocat général avait requis une peine de 30 ans, identique à celle prononcée en première instance. Mais les jurés sont allés plus loin. Cette fois, Dominique a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup Charlotte, on vous retrouve demain en direct. Et puis nous sommes lundi, c'est donc Crime Hebdo ce soir avec plusieurs affaires qui se sont déroulées en Lorraine. C'est à partir de 21h05 sur Énergie 12 et une de ces histoires se déroule à Nancy où Julie et Afid ont une petite fille de 3 ans, mais le 30 juin 2014, ces jeunes parents ne donnent plus aucun signe de vie. Et alors que les pompiers arrivent à s'introduire dans l'appartement du couple, ils vont découvrir Afid seul dans la salle de bain. Il est blessé à la main. Julie, quant à elle, est introuvable. Alors que s'est-il passé dans cet appartement nancéen? Réponse ce soir à partir de 21h05 sur Énergie 12 pour Mystère en Lorraine. C'est inédit et c'est à ne pas manquer comme tous les lundis. C'est la fin de cette quotidienne de Crime et Faits divers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc ce soir à 21h05 ou encore demain à 12h15 sur Énergie 12 pour un premier numéro de Crime et Faits divers et puis en direct à partir de 13h35 pour revenir sur de nouvelles histoires vraies. À demain. Et d'ici là, soyez prudents.